Édition spéciale ce matin. Bonjour chers auditeurs, nous sommes bel et bien déjà connectés ici en direct sur la 89.5 RBR, même sur le net Duplex et Yann se battent là-bas pour que vous puissiez nous écouter quel que soit l'endroit où vous trouvez sur la planète et peut-être même dans l'espace, pourquoi pas, c'est possible. Je l'ai déjà dit, Yann assure la mise en onde Duplex. S'occupe du côté des réseaux sociaux, notamment Facebook. Nous avons un invité qui évidemment nous a rendu visite ce matin, un auditeur. Je parle de Benoît Tiati. On va rapidement lui dire bonjour parce que notre personne ressource nous attend déjà à Paris. Il s'agit de Patrick Pazin qu'on va avoir dans quelques instants seulement. Si son micro peut être, on peut dire bonjour à Benoît. Yann, rapidement, le temps commence déjà à nous tenir à la corde. Notre invité est prêt depuis Paris. C'est déjà plusieurs minutes. Benoît Tiati, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous êtes un fidèle auditeur de Maranatha. Vous arrivez ici en studio pour la première fois, notamment dans le cadre de cette émission. Bienvenue. Hein? Bienvenue, pasteur. Pardon? Merci, pasteur. Alors, vous pouvez nous faire signe. Est-ce que vous êtes déjà scotché, vous êtes déjà prêt? Vous pouvez nous faire signe tout à l'heure. Nous allons nous déporter du côté de Paris. Notre invité est déjà là, je peux vous assurer qu'il nous attend, on va bientôt voyager. Bonjour à ceux qui sont déjà scotchés, vous pouvez nous faire signe. Vos réactions ne sont attendues cette fois-ci qu'au 699 94 653. C'est toujours intéressant de prévenir afin de ne pas nous interrompre pendant que nous allons voyager tout à l'heure du côté de Paris. Vos réactions sont au 699 94 653. Yann, est-ce qu'on peut souffler la musique avant d'essayer de retrouver Paris ou on essaie déjà de voyager vers Paris? Yann, qu'est-ce que tu nous proposes? On va directement, puisque tu viens quand même de faire quelques petits changements ici. Bon, on va aller vers Paris, on va aller immédiatement à Paris. J'espère que notre invité est déjà là. Et j'espère que notre invité est déjà là. Nous allons à Paris. Bonjour. Bonjour. Allô Patrick? Oui. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends? Oui, très bien. Comment vas-tu mon cher Patrick? Mais très bien. Et comment va le Cameroun? Le Cameroun, je crois qu'il va comme la France. Hein. Tous les pays du monde vont mal. Je ne sais pas si la France va mieux avec le système. Peut-être que le Cameroun va mieux parce qu'on a un peu de liberté ici par rapport à vous maintenant en Occident. Nous avons l'impression que votre président est un puissant dictateur aujourd'hui. Nous voyons le système de santé français s'écrouler. Nous voyons, bref, beaucoup de choses se passent chez vous là-bas, hein, Patrick. Que penses-tu de ce que je dis là? Ah, ça, je suis bien d'accord. Nous allons plutôt dans le sens d'une pente descendante actuellement, oui. Oui. Et avec le problème russe, je veux dire russo-ukrainien, nous avons l'impression que vos dirigeants se sont tirés, on dit chez nous ici, une balle au pied. Je ne sais pas comment on dit cela là-bas. On a l'impression qu'ils ont perdu carrément le sens le bon sens. On a l'impression qu'ils sont devenus carrément fous. Quelqu'un disait la vieille Europe. Oui, et en fait, j'ajouterais même qu'il se tire une balle non seulement mais même dans les deux pieds. Allô Patrick? Oui. Garde, oui, écoute, un petit réglage là, je crois que ça va. C'est bon, je t'entends, allons-y. Allô? Oui. Oui, allons-y. Oui, je disais en fait, tu as tout à fait raison, et je dirais même qu'ils nous ont tiré une balle, non pas seulement dans un pied, mais dans les deux pieds. Oui. Parce que effectivement, là, tout est en train d'aller de plus en plus mal. Oui. Et en plus, nous avions déjà fait ensemble une émission sur la guerre en Ukraine, où on voit bien que l'Occident a
obliger la Russie à intervenir. On va pas refaire l'émission, mais... On va pas refaire l'émission, mais justement, on va entrer par là, Patrick, parce que j'ai tous tes ouvrages sous mes yeux. Pendant qu'on faisait l'émission à l'époque, là, je les avais pas. On va quand même, pour permettre aux auditeurs déjà on a de nouveaux auditeurs tous les jours, et la radio aussi grandit, savoir qui est Patrick. Par exemple, disons déjà que Patrick, il est documentaliste, il est éditeur, oui. Il est auteur de plusieurs ouvrages, j'ai d'ailleurs plusieurs sous mes yeux ici. Patrick, parle-nous un peu de ta maison d'édition et de ce travail documentaliste. D'accord. Donc effectivement, nous produisons des documentaires. Là, nous en avons plusieurs en cours. Un qui s'appelle « Nous pouvons nourrir toute l'humanité ». Ah bon? Oui, qui montre des récoltes incroyables, sans un gramme de chimie. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, Patrick? Je suis curieux. On parle de la famine dans le monde, on parle de 25 000 morts de famine par jour dans le monde, total d'environ. Oui. D'ailleurs, tu es mieux placé, tu as un documentaire, donc c'est normal que tu t'y connaisses mieux que moi. On parle de 9 millions de morts dans le monde, la plupart des enfants qui meurent de faim, c'est en Afrique. Mais tu expliques dans ce documentaire, lorsque je suis là, nous pouvons nourrir toute l'humanité. C'est incroyable ce que tu dis là. Largement, et beaucoup plus, et sans épuiser les sols, sans nous empoisonner. Oui. Parce qu'en fait, ce modèle, c'est même plus agricole, c'est agrochimique, qui consiste finalement à tuer la vie, parce que les sols, à force de les charger en pesticides et en autres produits chimiques, les sols ne sont plus vivants. Oui. Et d'ailleurs, il y a des endroits aux États-Unis où ils ne peuvent plus cultiver parce que comme ça fait plus de 70 ans qu'ils mettent des engrais, des pesticides, enfin tout l'arsenal chimique, il n'y a plus de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a par exemple plus de vers de terre. Ah bon? Quand il n'y a plus... Ah mais c'est il y a des endroits où ils ne peuvent plus cultiver, et ben c'est pas très grave, comme c'est un grand pays, ils vont cultiver ailleurs, ils vont plus loin. Une fois qu'ils ont en fait nous pourrions carrément parler d'un système de prédation sur la nature. Oui. Et la conséquence en fait c'est que il y a des sols qui se transforment en roches. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de vie, la terre, il n'y a plus d'humidité, elle devient compacte et petit à petit, ça devient de la roche. Alors que dans le film, nous montrons des résultats incroyables. Par exemple, nous avions, alors je ne sais pas si au Cameroun on cultive beaucoup la pomme de terre, mais ce que je voulais dire c'est que sur un plant de pommes de terre, ici avec de la chimie on va avoir 10-12 pommes de terre. Moi par exemple au Canada j'ai vu, et j'y étais, l'agriculteur a eu plus de 130 pommes de terre par plant, oui. Et sans chimie. Oui. Là, tu vois, je vais aller filmer dans 15 jours à peu près des tomates de 1 kg, 1 kg 4. Oui. Et pas une tomate, plein de tomates sur un plant. Oui. Donc, en fait, on a tout ce qu'il faut pour nourrir l'humanité. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Patrick, j'espère que j'aurai ce documentaire pour diffuser sur la radio. Tu sais, on a cette grâce-là d'avoir quand même une radio qui est la nôtre ici, Patrick, dont la tienne également. Dès que tu me les envoies, il y a des espaces pour documenter, ça nous ferait plaisir, surtout qu'en Afrique, on a besoin de nourriture. Mais justement, pendant que tu en parles, moi je suis en même temps, peut-être je t'en ai parlé, je suis un agriculteur depuis un certain temps. Dans notre forêt là-bas, on n'a pas besoin d'engrais. Patrick, mais on a des régimes de plantains qui peuvent atteindre peut-être la taille de mon bras là, sans toutes ces choses-là, sans engrais, sans pesticides, et la qualité est extraordinaire, Patrick. Crois-moi, tu viendras au Cameroun, on fera un tour là-bas. Mais avec plaisir. En fait, on s'aperçoit que on n'a pas besoin de tout ça et qu'en fait, ça, comme je le disais, ça nous détruit. Et d'ailleurs, peut-être ça nous permet aussi de faire une transition par rapport au sujet de ce matin. Les usines d'engrais d'aujourd'hui étaient des usines d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Patrick, qui ont été...
Patrick, je veux bien, mais s'il te plaît, tu vas évoluer comme je souhaiterais, s'il te plaît, parce que j'aimerais qu'on découvre avec toi, avant d'entrer dans le sujet, tes livres, quand même, je veux que les auditeurs souhaitent, en fait, que les auditeurs, moi je connais déjà Patrick, on a parlé plusieurs fois, on se connaît depuis plusieurs mois aujourd'hui, mais je veux quand même que les auteurs sachent qui est Patrick. Tes ouvrages sont extraordinaires, d'une beauté, d'une qualité. Je par exemple, celui que j'ai sous mes yeux ici, c'est un livre, le titre, c'est vrai qu'on a évoqué, il y a quelque temps, la guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la guerre, dédié à toutes les victimes de cette guerre interminable depuis 2014. Autrement dit, dans cet ouvrage, on découvre qu'elle a commencé effectivement depuis 2014. Ce n'est pas une histoire d'il y a à peine un an. Et c'est un ouvrage de 479 pages. Et à la dernière page là, je vois Paris le 25 octobre 2022. Je vois que c'est je n'ai pas jeté un coup d'œil quand même de ce côté-là, mais tu cites, attends, je peux permettre-moi un peu de jeter un dernier coup d'œil rapidement. Je crois que c'est un courrier de l'Élysée et il a été, selon ce que tu as dit à la fin là, c'était à Paris le 25 décembre 2022. Alors, ce que je veux surtout, c'est que les auteurs, en un mot, découvrent ce livre de 400, j'ai dit combien, 478 pages, Patrick. En un mot, on pourra revenir dessus parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, la guerre semble s'enliser, s'éterniser, les choses ne changent pas. Mais pour le moment, j'aimerais que Patrick dise un mot sur ce livre-là. D'accord. Alors, la guerre, effectivement, semble s'éterniser, mais en fait, alors on vient de le voir là, avec la destruction du barrage sur le Dniepr. Effectivement, qui est une catastrophe environnementale et humaine, hein, puisque on l'a vu dans certains villages, il y avait de l'eau jusqu'à 10 mètres de hauteur. On le savait que de toute façon, quand ce barrage céderait, ce sera une catastrophe parce qu'en fait ce sont des millions et des millions de mètres cubes d'eau qui ont été lâchés. Donc est-ce que la guerre s'enlise? Bien, on le voit bien, maintenant ça fait des mois que l'Occident nous annonce que l'Ukraine va faire une contre-offensive qui va renvoyer la Russie, enfin les soldats russes, l'armée russe chez elle. Moi, quand on me disait ça déjà en février, je me disais, mais avec quels soldats vont-ils faire ça? Parce que les pertes ukrainiennes sont colossales et c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, croire que l'Ukraine existera sous sa forme actuelle, ou plutôt sous sa forme de l'année dernière, quand la guerre sera terminée, malheureusement, c'est une illusion. Enfin, je veux dire, l'Ukraine, c'est terminé. Enfin, en tout cas, l'Ukraine que nous avons connue depuis 1990, en tout cas depuis la chute de l'Union soviétique, est terminée. Elle ne reviendra pas. Plus jamais. Et puis en plus, je l'écris dans le livre, à partir du moment où il y a autant d'hommes qui sont morts, ce sont en puissance des pères qui ne seront plus là, donc ça veut dire qu'ils ne feront plus d'enfants. Des maris. Oui, c'est ça, des maris, des papas. Et qui va faire des enfants ukrainiens à partir du moment où les forces vives masculines de la nation sont mortes? Et déjà, avant la guerre en Ukraine, je rappelle que l'analyse montre en fait que c'était l'un des pays les plus martyrisés d'Europe, puisque en 2021, donc officiellement avant que démarre la guerre de l'année dernière avec la Russie. Alors, pourquoi je dis officiellement? Parce qu'il existait déjà un conflit dans le Donbass depuis 2014. Et donc en 2021, la population ukrainienne a vu le nombre de naissances être inférieur au nombre de décès de l'ordre de 400 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 400 000, il y a eu 400 000 décès de plus que de naissances. Ça veut dire que 1% de la population a disparu cette année-là.
Et donc déjà avant la guerre, c'était une population qui était en décroissance, sans parler du phénomène migratoire, parce qu'on sait que de nombreux Ukrainiens avaient fui en fait c'était un enfer, mais comme je le dis, c'était un des pays les plus martyrisés, un des peuples les plus martyrisés en Europe. Oui. Donc beaucoup d'Ukrainiens ont fui ce régime néo-nazi. Pardon, excuse-moi, ce régime de néo-nazi et des terreurs contre la population. Oui. Donc, alors maintenant, est-ce que la guerre va s'éterniser encore longtemps? C'est difficile de le dire parce que tu vois, c'est une. Moi, je pense qu'elle. Alors, je pense qu'elle sera terminée d'ici la fin de cette année. Donc là, tu vois, je m'avance, en sachant qu'il y a quand même un caractère qui pose problème, c'est que l'année prochaine, il y a les élections aux États-Unis. Oui. Donc, si l'Occident perd en Ukraine, les démocrates pourraient avoir du mal à être réélus parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Or, on le sait que la situation de la population aux États-Unis n'est pas terrible. On le sait que une grosse partie de la population n'a pas les moyens de se soigner, puisque comme tu le sais, le système de santé coûte très cher. Il faut avoir des assurances et pour avoir des assurances, il faut avoir des emplois. Enfin, c'est une population qui est là aussi, je comprends pas qu'on puisse envoyer des dizaines de milliards de dollars en armes à l'Ukraine au détriment de sa population. Quand on voit le niveau dans les écoles, les niveaux d'infrastructures, je voyais effectivement, c'était un Américain qui faisait une comparaison entre le métro chinois de Guangdong et en Chine et le métro new-yorkais, mais c'est une catastrophe. Enfin, le métro new-yorkais est une catastrophe. Mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les infrastructures, alors non, pardon, pas toutes les infrastructures, mais en général, les infrastructures aux États-Unis ne sont pas en très bon état. Les routes, les ponts, les métros, les bâtiments publics, on voit aussi que l'argent s'enfuit par les fenêtres et même par les portes. Et au lieu d'être investi dans des projets civils, on voit bien que tout est militarisé et qu'il n'y a globalement que ça qui bénéficie des largesses de l'État, avec évidemment le monde financier, avec Wall Street. Patrick Pazin, auteur du livre Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise, un ouvrage de 478 pages que vous allez certainement avoir ici bientôt parce qu'on compte les commander pour vous. Patrick, on va sortir de ce sujet, ce n'est pas notre thème principal ce matin. Je veux revenir sur si l'Occident perd la guerre. Est-ce que l'Occident n'a pas déjà perdu la guerre? Elle l'a déjà perdu. Voilà, parce que tu as dit si, et alors j'ai voulu revenir sur ton si. Non, en fait, c'était pas le si. Alors, merci pour cette remarque. En fait, le si ne s'appliquait pas au résultat, il s'appliquait à la date. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que effectivement, je pense que les États-Unis, enfin pas les États-Unis, le gouvernement démocrate, donc Joe Biden et son administration, ont intérêt à faire durer la guerre en Ukraine au moins jusqu'en novembre de l'année prochaine, oui, de façon à ne pas afficher une défaite qui serait monumentale après la défaite en Afghanistan. On se souvient de ces scènes de fuite avec les avions qui décollent, des gens accrochés sur les ailes des avions qui tombent. Enfin, c'est incroyable, c'était horrible. Oui, c'était en fait ils ont abandonné ceux qui les ont aidés sur place, donc ceux qui ont envie d'être les alliés des États-Unis devraient y réfléchir à deux fois quand on voit comment ils fonctionnent. Donc en fait, est-ce que l'Occident a perdu la guerre? Mais c'est une évidence. De toute façon, déjà sur le plan économique, l'Allemagne est officiellement entrée en récession il y a 15 jours. Ah bon? L'Allemagne, qui est évidemment un des pays les plus riches de la planète, est entrée en récession il y a 15 jours. Et
c'est normal puisque avec les sanctions, du coup, il n'y a plus de gaz russe qui arrive en Allemagne. Or, c'était l'une des clés majeures de l'industrie allemande de bénéficier de quantités de gaz russe quasiment illimitées et à un prix très compétitif. Oui. Et à partir du moment où ça c'est le principe de l'industrie, c'est la différence finalement qu'il y a aujourd'hui entre nos civilisations et ce qui se passait au Moyen-Âge, c'est notre capacité de bénéficier de sources d'énergie abondantes, puissantes, qui permettent de faire marcher des machines, des avions, des voitures, des tracteurs. Alors que sans pétrole, sans gaz, que reste-t-il aujourd'hui il reste l'énergie nucléaire et le charbon. Les Allemands ont fermé leurs usines, leurs centrales thermiques à base du charbon, parce que ils expliquaient que ça détraquait le climat. Et du coup, ils ont commencé à fermer leurs entreprises d'exploitation de charbon, enfin de production d'électricité de charbon et nucléaire. À partir du moment où il n'y a plus le gaz russe, il n'y a plus rien, quoi. Donc ils sont obligés d'acheter du pétrole, du gaz dans d'autres pays, mais ils le payent beaucoup plus cher. Et du coup, ça n'est plus compétitif. Ah oui. Et on le voit d'ailleurs, il y a des pays comme l'Inde, entre autres, qui font un bond économique, puisqu'ils achètent en fait des hydrocarbures en Russie, ils les transforment chez eux, et puis ils les revendent à l'Europe. C'est terrible. Sortons Voilà. un mot, on reviendra dessus un jour, Patrick, un mot sur le fils de Biden. Dernièrement, les Russes ont publié certaines images, on le croirait dans un réseau de pédophilie, et toutes des affaires mafieuses qu'ils font en Ukraine. Un mot sur ça, Patrick? Ben, j'en parle déjà dans le livre Guerre en Ukraine. Je dis qu'en fait c'est inévitable qu'à un moment ou un autre cette affaire sorte. C'est-à-dire que on l'a vu l'année dernière et l'année d'avant. En fait, avant les élections aux États-Unis, c'en est ce fameux ordinateur portable de Joe Biden. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que même le FBI a essayé, enfin c'est pas essayé d'ailleurs, a réussi à faire taire les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. C'est-à-dire que dès que quelqu'un publiait une information sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, il était immédiatement censuré sur Facebook. Immédiatement. Ah bon. Et d'ailleurs, le FBI a reconnu avoir versé de l'argent aux réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter avant la reprise par Elon Musk, pour que justement il fasse le ménage dès que quelqu'un parlait de Hunter Biden, parce que en fait il y a un rapport qui a été produit, il me semble que c'est en début d'année, je sais plus si c'est en début d'année dernière ou en fin d'année 2021, le rapport Marco Polo, qui fait plus de 400 pages, qui montre les délits commis par Biden, et pas uniquement Biden, sa famille également, qui apparaissent sur son ordinateur. Oui. C'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, cet homme devrait être en prison depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'ai vu quand les républicains ont remporté les élections à la Chambre des représentants, ils ont dit qu'il y avait plus d'une centaine de ce qui s'appelle de SARS contre la famille Biden. Alors, qu'est-ce que sont les SARS? Ce sont les Suspect Activity Report, c'est-à-dire que dès qu'une banque suspecte qu'un individu fait des opérations louches, illégales, elles doivent le signaler au Trésor. Oui. Donc au ministère des Finances. Et on sait qu'il y a des dizaines de SARS qui ont été déposés par des banques contre la famille Biden, dont un pour du trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains, oui. Oui. Oui.
Et tout ça a été étouffé, mais au bout d'un moment, ça peut pas éternellement être étouffé à partir du moment où les informations qui sont sur ou en tout cas une partie des informations sur son ordinateur ont été rendues publiques. Donc oui, la famille Biden est dans une mauvaise passe, et peut-être d'ailleurs que ce serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le président Biden serait contraint de démissionner en échange d'une forme on va dire, de mensuétude par rapport aux actes commis, on peut penser que peut-être la guerre en Ukraine s'arrêterait, parce que on voit bien que les militaires américains savent très bien que cette guerre est perdue. Ils le savent très bien. Ils ont les satellites qui sont branchés en permanence, donc ils voient bien l'avancée des troupes, et ils voient bien que ils connaissent les pertes ukrainiennes. Ils le savent. Donc ils savent très bien que jamais les forces ukrainiennes d'aujourd'hui ne pourraient renvoyer la Russie, l'armée russe chez elle. Parce qu'en plus, ça fait plus d'un an maintenant, ça fera bientôt 1 an et demi, l'armée russe a eu le temps de créer des zones de défense. Oui. Donc, comment les renvoyer chez eux, en plus sans appui aérien? Parce qu'actuellement, et c'est terrible pour elle, et malheureusement, c'est une vraie catastrophe, c'est une vraie boucherie. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas d'appui aérien. Donc aujourd'hui, on ne peut pas gagner une guerre sans avion. Les Occidentaux doivent comprendre, Patrick, que la Russie n'est pas la Côte d'Ivoire, la Russie n'est pas la Libye, la Russie n'est pas le Cameroun, où ils peuvent chasser les présidents comme des malpropres. La Russie, c'est la Russie, hein, je crois que... Alors, on va faire un pas de plus là, on va avancer. Patrick, ton deuxième livre que j'ai sous mes yeux là, Le mystère des cases anciennes, j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. Ces anomalies extraordinaires qui remettent en question l'histoire de l'humanité. Patrick, en lisant ce livre-là, j'ai l'impression qu'on nous a trompés. Les cartes que nous avons étudiées sont fausses. Hein? Oui. Tu l'as vu, hein, je commence par une carte, dans le livre, donc je commence par une carte arabe, donc musulmane, datant du Xe siècle, donc du Xe siècle occidental, hein, et qui montre l'Amérique. Donc en fait, quand on nous explique que l'Occident a découvert l'Amérique, que Christophe Colomb, c'est ce qu'on nous dit, je crois que ça devait être au 15e siècle, on nous rabat les oreilles avec ça, là, des histoires, et dans ton livre, je découvre que c'est faux. Oui, absolument, c'est absolument faux, et celui-là, je ne l'ai pas terminé, mais je pense que je le terminerai cet été. Je ferai un livre complémentaire qui s'appelle Les musulmans en Amérique au temps du prophète. Oui. C'est-à-dire qu'au temps du prophète, le continent africain connaissait très bien très bien, j'enlève le très bien, je le redis différemment, le continent africain connaissait l'existence de l'Amérique. Tout à fait, je pense à un empereur malien qui était, si je me souviens très bien, longtemps avant Christophe Colomb, mais c'est jamais noté dans l'histoire, jamais. Mais bien sûr, les empires maliens, entre autres, mais c'est pas les seuls, connaissaient l'Amérique. Oui. Il n'y a aucun doute. De toute façon, on veut nous faire croire que l'Occident a découvert l'Amérique, mais déjà, comment peut-on dire qu'on a découvert l'Amérique, puisqu'il y avait entre 60 et 100 millions d'habitants déjà sur le continent. Oui. Mais en fait, il y a une explication. Le 30 mars de cette année, le Vatican a annoncé renoncer à ce qui s'appelle la doctrine de la découverte. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la doctrine de la découverte? Eh bien, à partir du moment où l'Occident dit, ben voilà, nous avons découvert l'Amérique, du coup, eux considèrent que ça leur appartient. C'est-à-dire que cette doctrine de la découverte dit que à partir du moment où tu arrives sur un continent, sur une terre que tu ne connaissais pas, si tu plantes ton drapeau, par exemple,
si tu en prends possession au nom du roi, au nom de la République, au nom de quiconque, tu en deviens propriétaire. Oui. Et en fait, c'est assez étonnant, c'est uniquement cette année, donc le 30 mars 2023, que le Vatican a renoncé à officiellement à cette doctrine. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à partir du moment où l'on dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, on peut voler les terres aux Indiens. Oui. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement fédéral. Oui. C'est ce qu'ont fait les premiers colons anglo-saxons, mais pas seulement d'ailleurs, les premiers colons européens en Amérique. Mais Patrick, parfois, déjà en lisant ce livre, on remet tout en cause. On se demande mais à quoi c'est ce qu'on appelle Mapmon, la carte de l'Afrique, tout ce que nous voyons. Mais ça fait, c'est quand même, Patrick, tu m'as embêté dans tes ouvrages là, hein, je sais pas, je dois dire embêté. On a l'impression qu'il faut. La question c'est de savoir pourquoi les académiciens n'acceptent pas ce fait qu'on nous a donné des fausses cartes, Mapmon faux, c'est de l'Afrique fausse, parce que l'Afrique est plus grande que ce qu'ils nous ont dit. Pourquoi ils n'acceptent pas cela, de peur de recommencer à zéro? Mais parce que ça a des conséquences juridiques. Ah bon? C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, il y a un cas très connu en matière de droit et de droit de propriété. Un homme avait acheté de la terre à un Indien. Oui. Et puis, il est décédé, ses enfants ont hérité de cette propriété. Et puis ensuite, quand il a été mis fin à la guerre entre les Indiens et le gouvernement des États-Unis, il a été décidé que la terre indienne dorénavant appartiendrait à l'État fédéral et en échange les Indiens iraient dans des réserves. Et donc un jour un autre homme achète de la terre qui anciennement appartenait aux Indiens, l'achète au gouvernement fédéral et une partie de son terrain recouvre le terrain de l'autre famille. Et lui dit il faut que vous partiez, ça m'appartient. Et les autres, les enfants du premier acheteur, disent non, notre père l'a acheté à un Indien, ça nous appartient. Et du coup, comme nous sommes aux États-Unis, ça s'est évidemment terminé par un procès. Et le juge va considérer que la terre appartient non pas à ceux qui l'ont acheté en premier, mais appartient en fait à l'homme qui les a achetés à l'État fédéral. Oui. Donc si aujourd'hui on remet tout en cause sur le fait que non, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, qu'elle était déjà connue des musulmans, des Phéniciens, des Romains, des Africains, des Égyptiens. Et voilà, et merci, tu m'enlèves de la bouche, j'allais terminer en beauté par les Africains. Oui. Du coup, la doctrine de la découverte ne tient plus la route. Oui. Donc ça aurait des conséquences juridiques. Oui. Et c'est-à-dire que on pourrait même se demander si les Indiens ne pourraient pas revenir remettre en cause les accords qui ont été passés au 19e siècle ou au début du 20e siècle sur les réserves et la propriété de la terre. Donc en fait, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, les académiciens qui ont une carrière à faire jamais ne s'exprimeront là-dessus parce qu'ils savent que s'ils vont sur ce terrain, leur carrière risque de ne pas être aussi brillante qu'elle aurait pu être. Oui. Moi, la différence, c'est que je suis libre d'écrire et de publier ce que je veux. Oui. Alors, quand je dis ce que je veux, évidemment, la seule condition, c'est que ça respecte le public. Oui. C'est-à-dire en tant qu'éditeur, tu me posais la question au début de l'émission, en tant qu'éditeur, il est clair que j'ai une responsabilité vis-à-vis du public et vis-à-vis des livres que je publie. Parce que lire un livre ou publier un livre, c'est semer des graines et il est hors de question de semer des mauvaises graines. Alors, ça veut pas dire qu'on commet jamais d'erreur. Je veux dire, tu vois, que tout est parfait. Pas du tout, jamais je prétendrai ça, mais nous faisons attention à ce que en tout cas, ne pas répéter de mensonges. Je veux dire, quand moi j'entends encore à notre époque, oui, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est faux. Oui. Donc, alors on peut me dire, oui, mais quel intérêt que ce soit Christophe Colomb ou un autre? Alors, je vais en parler sur le plan juridique, mais en fait, pour moi, c'est très important que nous sachions
que nous avons des ancêtres qui étaient riches de promesses, riches d'aventures, que c'était une humanité déjà magnifique. Alors, bien sûr, il y avait des guerres, il y a eu aussi des atrocités dans l'histoire, ça nous le savons, mais l'humanité, c'est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que, oui, il y a eu des échanges, oui, aujourd'hui encore, il y a des échanges entre les continents, entre les... je veux dire, nous parlons le matin, et je trouve ça... oui, je trouve ça beau que nous puissions nous parler. Pourtant, nous sommes de cultures différentes, pourtant, nous sommes de couleurs de peau différentes, et même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous éloigne. Je pense, Patrick, qu'on aura une émission ici sur les cadres anciens. Tout à l'heure, tu as dit, ils nous ont menti. Ça m'a fait penser à Alexandra Lyon-Court. Je suppose que je la connais, mais elle intervient de temps en temps ici. Alexandra a dit ceci, tu as dit, ils nous ont menti, alors j'ai pensé à elle. Elle a dit, ils nous ont dit que le masque protégeait, c'est faux. Ils nous ont dit que le Covid tuait trop de gens, c'était une pandémie, c'est faux. Ils nous ont dit que le vaccin devait protéger, c'est faux. C'est ça, c'est Alexandra, hein? Tu m'as fait penser à elle, Alexandra Lyon-Court. C'est une dame... Oui. Je l'ai vu, nous sommes vus il y a une quinzaine de jours, parce que elle est venue pour un événement qui s'appelle le CSI, c'est-à-dire le Conseil scientifique indépendant, qui réunit des personnalités et en tout cas une partie du monde de la médecine. Donc il y avait le professeur Christian Perron là, Alexandra est venue également, il y avait Louis Fouché, donc toutes les personnes qui remettent en cause tous les mensonges qui nous ont été servis au moment de la crise du Covid, quoi. Oui. Elle les a appelés, tous ces dirigeants-là, elle a appelé médecin de plateau, ministre de plateau, elle a appelé cela la pandémie, hein, je vais dire les apprentis sorciers. Oui. Ah, mais c'est elle est très courageuse et elle n'a pas hésité effectivement depuis le début à dire ce qu'elle pensait. En plus, c'est quand même c'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, la biologie. Et oui, donc je l'ai vu il y a 15 jours. D'ailleurs, à cet événement, il y avait 2000 personnes qui sont venues. Donc ça prouve que le public, que ce soit d'ailleurs en France, au Cameroun et partout dans le monde, a très envie a soif d'informations, et merci pour les émissions que tu fais, parce que justement il faut que finalement pour qu'un être humain s'accomplisse, soit dans sa pleine dimension, eh bien qu'il puisse avoir son libre arbitre, qu'il puisse réfléchir, qu'il puisse regarder les différents points de vue et je dirais faire sa religion, je reprends l'expression, sa religion, voilà. Mais c'est fondamental, et donc merci de faire des émissions comme les tiennes, et merci de... Crois-moi Patrick, ça je dis pas orgueil ou se vanter, je dis nous sommes le seul média au Cameroun qui recevons les experts de haut vol comme toi, Alexandra Lyon-Court. Il y a quelques jours j'étais ici j'étais en direct avec le docteur Gérard Delépine, les Delépines qui sont cardiologues, chirurgiens, biostatisticiens. Ils interviennent aussi ici. Tu sais, Santa intervient ici depuis la Belgique. Ils sont nombreux, hein, une quinzaine de personnalités qui interviennent ici. Je dis merci à cela. C'est quand même pour nous une grâce et une faveur déjà de recevoir Patrick comme ça, très tôt le matin. Parfois c'était même du Canada. Hein. Nous sommes la seule radio qui vous donne la liberté de parler à l'Africain, hein, ou à l'Afrique. Donc, enfin voilà, c'est fondamental effectivement de comprendre, de s'intéresser. Et d'ailleurs, j'aime bien cette citation de dire: si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à nous. Oui. Et on le voit, ce qui se passe, là on voit où l'OMS par exemple signe un accord avec l'Union Européenne pour mettre en place un certificat de passeport sanitaire, tout ça.
C'est incroyable. Patrick, j'ai l'impression que si on ne vous a sujet, on ne va pas arriver à ce que nous allons dire ce matin, parce que il y a tellement de choses à dire. L'OMS qui s'accapare de la souveraineté des États, l'OMS qui s'est appelée l'Organisation mondiale de Satan, qui s'occupe de l'éducation sexuelle. Patrick, laissons avec les histoires. Pardon, disons un mot sur l'arme environnementale avant d'aller dans notre plan de résistance, l'arme climatique dont nous allons parler ce matin. En fait, pour moi, c'est un moyen de faire découvrir Patrick à nos auditeurs. Les ouvrages seront ici bientôt. Je te connais déjà, il faut que les auditeurs sachent qu'ils nous parlent quand même, Patrick. Alors, un mot sur l'arme environnementale, parce qu'on va revenir dessus toute une émission, hein. Juste un mot. D'accord. Effectivement, parce que là, il nous reste une vingtaine de minutes. Non, pas une vingtaine, sauf si tu es... non, on a le temps, sauf si tu es pressé. Alors, moi, je l'ai moins, parce que justement, comme nous sommes en montage du film, tu sais... Ça, je savais pas, c'est pour ça que j'ai pris tout le temps. Oh, mon Dieu, j'ai pris tout le temps pensant qu'on pouvait réaliser l'émission. Alors, tu peux être libre demain? Oui, bien sûr, oui, tu m'avais posé la question, je te confirme que c'est avec plaisir. Comme ça, au lieu de faire une émission de 2 heures, on va continuer plutôt demain avec uniquement, on va entrer dans le vif du sujet avec l'arme climatique, la manipulation du climat par les militaires. Mais un mot sur l'arme environnementale, juste un mot, parce qu'on reviendra dessus plus tard. Eh bien, de temps en temps, je fais des conférences sur la guerre climatique et la guerre environnementale. Oui. Et je démarre mes conférences en disant, alors maintenant, ceux qui ont lu les livres l'arme climatique et l'arme environnementale le savent, mais quand a été déclenché le premier tremblement de terre, la réponse est en 1887 ou 1888, c'était par Nikola Tesla. Lui-même ne se souvenait plus si c'était en 1887 ou en 1888. Là, ça fait plus de ça fait 140 ans, et enfin presque 140 ans. Et en fait, il avait inventé une machine qui permettait d'entrer en résonance avec la Terre, et l'a déclenché, l'immeuble a commencé à trembler, ce qui fait que les secours sont arrivés, croyant qu'il y avait un tremblement de terre. Oui. Et donc, en fait, ça fait très longtemps qu'il y a que les militaires travaillent sur la modification du climat, parce que, comme nous le savons, les conditions climatiques influencent une bataille. S'il pleut ou s'il ne pleut pas, ça peut avantager un adversaire, l'un des deux adversaires, ce qui est, par exemple, ce qui fut le cas de Napoléon à Waterloo en 1815. Oui. Il s'est mis à pleuvoir, du coup, il y avait de la boue, il n'a pas pu transporter les canons à l'endroit où il en avait besoin. Et du coup, il a perdu la guerre. Oui. Et donc, depuis très longtemps, les militaires s'intéressent aux conditions climatiques. Et depuis réellement le 19e siècle, les expériences ont commencé pour essayer notamment de faire pleuvoir. Donc c'est un vaste sujet. Et quand on nous dit que ce sont des théories du complot, il n'y a aucun doute, puisque par exemple en 1968, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis, en fait c'est une opération qui a duré 5 ans, qui s'appelait l'opération Popeye. Donc en fait elle a duré de 1967 à 1972 pendant la guerre du Vietnam. Des avions de l'armée américaine épandaient une substance chimique pour augmenter les précipitations, augmenter la pluie, de façon à ce que les camions vietnamiens du Viet Cong, les camions, les armes, ne puissent plus circuler sur la principale voie qui s'appelle la piste Ho Chi Minh. Donc en augmentant la pluie, ça augmentait la boue, et en augmentant la boue, ça entravait l'ennemi qui ne pouvait plus se déplacer. Oui. Et donc on sait qu'ils ont fait plus de 2600 sorties d'avion, qu'ils ont tiré plus de 40 000 cartouches, c'était de l'iodure d'argent, pour faire de la pluie au Vietnam. Donc, si on nous dit aujourd'hui que ça n'existe pas, mais c'est documenté depuis des décennies sur le fait que il y a eu des expériences pour déclencher de la pluie depuis 1942. Patrick, quand je jette un coup d'œil dans ton livre, qu'on va découvrir, on va aller en profondeur demain, l'arme
climatique, la manipulation du climat par les militaires. Je vois la biographie, je me suis demandé comment tu as fait pour interroger toutes certaines personnes, des ouvrages, des personnalités. C'est documenté, c'est fouillé. Comment est-ce que j'ai eu l'impression que quelques endroits, j'ai lu, soit tu t'es déplacé au Canada, ou aux États-Unis, je sais pas, mais j'ai lu certaines choses qui m'ont. Je me suis quand même interrogé, Patrick. Un travail fouillé, hein. Ah ben franchement, j'ai lu des dizaines et des dizaines de rapports militaires. Oui. Sur ce sujet. Oui. Et d'ailleurs. Et comment tu faisais pour avoir en général, on dit souvent c'est le monde silencieux, l'armée, on ne dit rien à personne, on cache tout. Comment tu as réussi à t'infiltrer? Comment tu c'était un général, les colonels, les officiers supérieurs? Comment ça s'est passé? Ça a été facile? Oui, et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que ça, c'est je trouve que c'est il faut saluer les États-Unis sur ce plan-là. Oui. Régulièrement, ils déclassifient des documents. Oui. Et c'est l'un des rares pays dans le monde qui déclassifie autant de documents militaires. Alors évidemment après un certain nombre d'années, et d'ailleurs il y a dans certains rapports il y a encore des zones qui sont noircies. Par exemple, il existe un rapport qui s'appelle Spacecast 2020 donc qui prévoit justement qui explique la stratégie pour maîtriser le climat, maîtriser l'arme environnementale, l'arme climatique. Donc, le rapport est public, mais à l'intérieur, il y a des dizaines de pages qui sont noircies. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Mais il n'y a aucun doute que non seulement les Américains, mais les Soviétiques aussi ont réalisé des expériences concernant l'arme climatique et l'arme environnementale. On en parlera certainement demain avec beaucoup de précision, beaucoup de détails. J'ai quelqu'un qui nous a rendu visite ce matin, un auditeur. Oui. Lorsqu'il a entendu parler de l'intervention de Patrick ici comme personne ressource, il a fait dans le climat, il a fait dans l'environnement, il a souhaité être en direct en studio, pas seulement écouter à la maison. Benoît, bonjour. Bonjour, pasteur. Tu veux dire bonjour à Patrick? Tu veux le dire un mot? Oh. Tu peux t'approcher ici, hein, tu peux juste dire, Patrick t'écoute, hein, tu peux juste dire un mot, je sais pas quoi, en attendant qu'on soit dans le sujet demain. Bonjour Patrick. Oui, bonjour cher auditeur. Moi c'est Tiati Benoît. Je suis... enchanté. Je suis un agrotechnicien de base qui est devenu ingénieur des eaux et forêts et chasse et qui s'est spécialisé en environnement. Je suis un environnementaliste maintenant et je suis actuellement admis en retraite. J'ai terminé le travail dans l'administration. Ah, c'est un beau métier, bravo. Alors, il a voulu être là, je crois que il est intéressé par les ouvrages. J'espère qu'il va acheter au moins un ouvrage, Benoît. Parce qu'il y en a plusieurs, d'autres vont arriver. Dans ça, c'est le mien qu'il a. Tu vas prendre plusieurs dans les jours à venir, quand ça va arriver au Cameroun, Benoît. Je l'espère. Alors, vous pouvez dire bonjour à Patrick, vous pouvez réagir, chers auditeurs, si vous le voulez bien. C'est bel et bien la 89.5 RBL, je l'ai dit tantôt. Ici et nulle part ailleurs, aucune autre radio à Yaoundé au Cameroun n'a de personnalité de ce calibre où leur donne la possibilité. Parce que ici, notons que les mainstream, Patrick, je crois que c'est la même chose en Occident là-bas, vous en peut dire la vérité, c'est la pensée unique, c'est la dictature. Si on vous dit que mettez les masques à la bouche, on vous ne pose aucune question. Si on vous dit vaccinez-vous, vous osez dire le contraire, vous êtes resté traité vous appelez complotiste, vous êtes traité de rabat-joie, je ne sais pas si c'est également le cas. Donc, ici quand même c'est mieux, hein, c'est mieux par rapport à vous, parce que là-bas, j'ai vu les gilets jaunes être fouettés, j'ai vu Macron se comporter en véritable dictateur contre ses compatriotes français. Ici quand même ça semble être un peu différent. Oui, nous ne sommes pas dans une période... franchement, il y a eu des périodes plus brillantes dans l'histoire de notre pays. Oui. Ça, sûr. Donc effectivement, demain matin, nous pouvons tout à fait entrer un peu dans le détail de toutes ces catastrophes naturelles dont il est
quasiment certain que toutes ne sont pas naturelles. C'est-à-dire qu'il y a un certain je rappelle aux auditeurs, l'arme climatique, la manipulation du climat par les militaires. Demain, on va entrer en plein dans le sujet. Soyez rassurés. Maintenant, si vous voulez dire, dans quelques 9 minutes, nous serons partis de ce studio. Vous voulez dire un mot, vous voulez peut-être saluer Patrick, vous êtes libre, c'est le temps des auditeurs. Patrick vous écoute. Il est notre invité depuis Paris. J'ai un collaborateur ici, un jeune pasteur, pasteur Duplex. Bonjour. Je suppose que tu veux dire quand même bonjour à Patrick. C'est lui qui s'occupe des réseaux sociaux. Il y a un technicien qui s'occupe de la mise en onde et Duplex s'occupe des réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est une grande équipe le matin, hein, pour qu'on écoute Patrick partout. Bonjour Patrick. En tout cas, bonjour et merci pour ce que tu fais. On en a besoin. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux dans les réseaux sociaux à réagir. Déjà depuis la Côte d'Ivoire, il y a Eric depuis la Côte d'Ivoire qui est étonné par tout ce que vous avez dit ce matin, surtout par les cartes. Ah ben merci de me transmettre ce message. Et donc en fait la radio est écoutée bien au-delà du Cameroun. Oui. Sur les réseaux sociaux, on écoutait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'était au Tchad. Lorsqu'on est connecté, comme tout à l'heure, je t'ai envoyé le lien là sur Facebook. On nous écoute un peu partout, hein. Au Canada, il y a des Camerounais qui écoutent. Ah ben, félicitations, je salue vraiment tous les auditeurs et c'est vraiment très agréable d'échanger ensemble et merci pour votre accueil. Oui, il y a Eric toujours qui revient et il dit merci vraiment pour toutes ces révélations, c'est merveilleux. Ça, Eric depuis la Côte d'Ivoire. Eh ben, merci la Côte d'Ivoire. Je suis allé en Côte d'Ivoire il y a très longtemps et je trouve que c'est un pays magnifique. Enfin, je suis allé jusque dans le nord. J'étais pas en touriste, mais j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire et l'accueil des Ivoiriens et donc ça me fait plaisir d'échanger avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et comme je le disais en début, merci à vous parce que nous partageons une langue, donc ça facilite quand même les échanges et puis en fait nous nous rendons compte que nous sommes comme je le disais, même si nous sommes de couleurs différentes, en fait nous sommes d'abord une famille. Oui. Eric est toujours dépassé. Eric demande est-ce que c'est vraiment possible de déclencher la pluie? On va le voir. Ok, Eric soit patient. Eric, tu vas le découvrir comme moi. Hein. J'ai dit à Patrick quand j'ai fini de lire ce livre, d'abord quand j'ai commencé, j'ai eu toute une nuit sans sommeil, parce que je l'avais dit Patrick. Ma nuit avait été bouleversée parce que j'avais l'impression d'être dans un... Oui. En tout cas, on peut déjà répondre oui à l'auditeur, et puis demain nous détaillerons, nous approfondirons, nous irons plus loin. Mais oui, effectivement, quand on entre dans ce monde-là, c'est incroyable. Et en plus, ce sont des rapports officiels, ce sont des rapports militaires de l'armée des États-Unis ou des documents. Effectivement, j'ai lu des documents de l'époque soviétique sur ce qu'ils faisaient. Déjà dans les années 30, en Russie, ils avaient créé un institut de la pluie où ils faisaient des expériences. Ah oui. Déjà dans les années 30. Je crois que demain nous aurons encore une très belle émission demain. Il y a Blaise et Dorothée qui disent merci pour toutes ces révélations. Là, nous sommes toujours sur Facebook. Il y a tellement d'étonnements sur Facebook, Patrick. Mais nous aurons l'occasion d'en parler demain. Donc, je vais vous souhaiter une très belle journée à tous, parce que là, comme je le disais, nous sommes dans la phase de montage de ce film qui me tient à cœur, qui s'appelle Nous pouvons nourrir toute l'humanité. Oui. Et j'ai bien dit toute l'humanité, c'est-à-dire que où qu'elle se trouve, quel que soit le continent où elle vit. Oui. Et en plus, en fait, quand je parle il m'arrive lorsque je parle de ce film et que je vois des personnes qui sont un peu stressées ou angoissées par la vie et je comprends que la vie ne soit pas simple. En général, je leur pose une question, je leur demande quand est-ce que tu as senti une fleur pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as senti une fleur pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as écouté un chant d'oiseau pour la dernière fois? Et en fait, c'est très étonnant, mais
beaucoup de personnes ont oublié ces choses qui sont pour moi fondamentales, donc qui sont fondamentales, puisque c'est la vie, de sentir une fleur, de regarder un arbre, de s'émerveiller devant la vie. Donc oui, encore une fois, ça n'est pas facile, ni pour nous, ni pour vous. Donc, comme tu le disais, c'est une famille, donc pour notre famille élargie, c'est difficile, mais c'est déjà beaucoup plus facile si on sent les fleurs, en fait, si on se reconnecte avec notre environnement, si nous sommes, si nous n'oublions pas dans quelle énergie l'humanité existe. Patrick, on permet à une auditrice qui veut dire un mot, qui nous écoute du côté d'un quartier de la ville Yaoundé ici, juste avant que tu ne partes. Je te l'ai dit tout à l'heure, les documentaires seront diffusés ici, il suffit que tu me les envoies. Ça me fera plaisir de travailler avec toi, avec tout ce que tu fais là-bas, vraiment, comme nous le faisons déjà. Le chef de chaîne les mettra à la disposition du public. Alors, Madoroté, juste une seconde, Patrick va partir, il est très occupé. Allons-y. Tu attends depuis là. Allons-y rapidement. Oui, bonjour. Qui fait froid au dos. Je veux dire que le monde est formidable, vivons seulement. Je veux dire bonjour à Benoît, merci, je reste à l'écoute. Alors, Patrick, tu l'as suivi, elle veut dire bonjour et merci pour tout ce que tu fais, oui. C'est Dorothée, elle nous appelle depuis un quartier de Yaoundé. D'accord. Merci beaucoup, parce qu'en fait, je rencontre de plus en plus de personnes qui me disent, voilà, nous luttons, etc. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est, avant de lutter, c'est la question que je pose, mais est-ce que vous vivez? Et en fait, à partir du moment où on vit, on s'émerveille, on profite, même si c'est difficile, on profite de la beauté de la vie. C'est plus facile. Oui. C'est beaucoup plus facile de mettre en place des solutions. Oui. C'est beaucoup plus facile quand on n'est plus en prise de médias qui génèrent de la peur en permanence. Oui. Je ne dis pas que tout s'arrange, mais c'est plus facile de trouver des solutions quand on est, je veux dire, quand on est en pleine forme, quand oui. quand on a confiance et qu'on n'est pas soumis à cette dictature de la peur oui. qu'on essaye de nous instiller constamment dans les médias. Alors nous allons mourir d'inondations, nous allons mourir de la faim, nous allons mourir des virus, du réchauffement climatique. Alors, malheureusement, tu le citais tout à l'heure, il y a des millions de personnes qui meurent de la faim, et ça, c'est inacceptable. Et c'est oui. pour ça, d'ailleurs, que nous avançons, et que ce film va montrer qu'on peut avoir des récoltes extraordinaires n'importe où sur Terre, sans fini, et en plus, je vais juste, on a fait par exemple des expériences avec la conscience. Oui. Sur les graines. Avant de mettre notre ami là qui s'occupe de forêt, qui est environnementaliste, on nous a fait des expériences de l'influence de la conscience humaine sur les graines, oui. Et sur les plantes. Oui. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui. Et là, nous découvrons que nous sommes, que l'humanité est quelque chose de magnifique. Ah oui. Ah oui. Donc, ce sera mon à toutes et à tous. Merci à toi, Franklin. Merci à tous qui la chaîne. Nous nous retrouvons. Allô, Patrick. Allô. Tu m'entends? Oui, c'est bon maintenant. Tu disais, oui, allons-y. Tu disais, on se retrouve demain. Oui. Voilà. Je disais que je disais c'est le mot de la fin. Donc effectivement, l'humanité, c'est quelque chose qui peut être merveilleux, même si on essaie de nous montrer ce qu'il y a de pire. Et donc, je remerciais les auditrices, les auditeurs oui. de nous avoir accompagnés ce matin. Oui. Toi, Franklin, toute mon équipe, la chaîne, et puis tout le monde demain matin. À demain matin. Bonne journée à tous. Merci, Patrick. À toutes. On va au téléphone là. Oui. Oui.
Allô? 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 677 40 47 22, on va prendre quelques auteurs, Pasteur Duplex, tu peux venir réagir, Benoît, on va avant de partir de ce studio, 677 40 47 22, 699, 94, 653, Yann, permets-moi, je sais que tu enregistres déjà, tu fais ton travail, mais permets-moi de, bon, on va au téléphone. Oh, c'est le chef de chaîne, là, je suppose que c'est lui. Allô, bonjour? Oui, allô? Allô, bonjour? Oui, bonjour, pasteur. C'est Théo? Oui, l'auditeur a des difficultés. Je crois que plusieurs auditeurs également ont sûrement rencontré ce problème. Le poste fixe, lorsqu'on appelle, ça ne sonne pratiquement pas. Donc, je ne sais pas ce qui est le problème. On savait que, par exemple, avec nous demain, j'avais une question pour lui. Oui. Bon, mais déjà, merci pour tout ce qu'il nous a donné comme enseignement, comme information Oui. ce matin. C'est toujours quelque chose de très important que de les avoir. Oui. Parce que tout comme lui, il y a d'autres qui sont passés par là Oui. et qui nous ont enseigné beaucoup de très bonnes choses. Oui. Je pense que ma question, je la garde pour demain. Je pense que par la grâce de Dieu, il